Voilà. Donc maintenant il y a aussi des paillettes de lin qu'on peut acheter, du chanvre et tout ça. Ça peut s'acheter, celui qui n'a pas grand chose. Parfois les petits jardins de ville, on n'a peut-être pas beaucoup de choses. Mais alors on va aller porter la pelouse qu'on a tendue au conteneur. C'est un peu ridicule, je sais. Donc il faut aussi recycler ça en fine couche entre les plantes. Pas entre les salades, hein, parce qu'après, celui qui nettoie la salade, je ne vais plus dire madame, parce que je ne peux pas dire madame nettoie les salades, parce qu'il y a des messieurs aussi qui nettoient les salades, j'espère, de temps en temps. Il y a tout cette herbe qui est mélangée dedans et ça devient gênant pour le nettoyage. Mais bon, tout ça doit être recyclé. Donc, au printemps, mais ça on en reparlera quand ça sera le moment, 2-3 semaines, si on fait un semis sur place, il faudra dégager pour que le sol puisse réchauffer, je ne vais pas dire sécher, il va sécher surtout si on a mis beaucoup de paille. Si on a mis beaucoup de paille, le sol va être beaucoup trop humide en dessous. Ça c'est aussi une erreur que j'ai faite. Hein. Quand j'ai commencé à pailler, moi je mettais une bonne couche de paille. Hein. Bon, c'est vite fait, tu vas chercher une paire de bottes de paille à la ferme, tu l'étales et puis tu as fini. Il n'y a plus de cruau, il n'y a plus... Mais quand tu enlèves ça, c'était terrible, comme c'était mouillé en dessous. C'était pas humide, c'était mouillé. Et froid. Oui, c'est plus froid, la paille est claire, donc elle n'absorbe pas non plus les rayons du soleil. Tandis qu'un paillage plus foncé, donc une paille qui est déjà là depuis l'automne mélangée avec d'autres choses, va devenir beaucoup plus foncée automatiquement. Il va aussi faire que le sol va réchauffer. Ouais, autre système, c'est mettre un tissu ou mettre quelque chose de plus foncé qui peut capter la chaleur et tout ça. Bon, c'est plus compliqué quand même. Bon. Avoir un tissu comme ça, ça doit coûter déjà. Comment? Tu veux la taille noire. Oui, la teinter. Mais bon, non. Essayez 2-3 semaines avant de dégager tout ça. En même temps, on fera un faux semis. Donc, toutes les graines qui seront un peu à la surface vont commencer à germer. On passe une fois 4 dents, un petit râteau, tout ce qu'on a, une rasette. Et toutes ces choses-là vont amoindrir beaucoup. S'il fait fort mouillé, ils vont peut-être reprendre racine. Mais bon, passer une deuxième fois juste avant de semer, ou attendre encore une semaine ou deux, donc faire ça un peu plus tôt, et passer 2-3 fois, on fait un faux semis, donc automatiquement, surtout si on sème des carottes ou des poireaux qui mettent longtemps avant de lever, parfois les plantes sont sauvages, si on ne fait pas attention, sont hauts comme ça, et les carottes commencent à peine de sortir, et après pour nettoyer tout ça, ça devient impossible. Bonjour Justin. Comme ça, tout le monde a su que tu es arrivé en retard. Non, c'est pas grave. Bienvenue. Donc voilà. Et surtout quand vous allez quand même travailler le sol un peu pour planter des pommes de terre ou autre, dégagez votre paillage, le mettre 1 mètre plus loin, travailler votre sol et après ça peut revenir, mais ne pas l'enterrer. Donc l'idée c'est de ne pas l'enterrer. Enlever et mettre un peu plus loin, ça ne dure que 2 minutes, hein, avec un 4 dents, vous grattez tout, vous laissez sur le côté, vous plantez vos pommes de terre, vous attendez peut-être qu'ils soient butés, et après, entre les buts, vous remettez tout ce que vous avez enlevé, et les pommes de terre vont vous remercier en donnant une bonne production par la fin. Donc, voilà. Maintenant, si on travaille avec de l'engrais organique en sac, là, des fumiers desséchés ou des choses comme ça, c'est pas le moment. Hein. Sinon, l'action va être finie avant que les plantes auront besoin. Hein. Donc, ça, c'est pas le moment. Ça, on fait à partir du mois de février, 15 février, fin février, mars. Hein, parce que ça aussi doit encore être, c'est pas un engrais chimique qui se dissout directement dans l'eau. Ça doit aussi être digéré par les bactéries, par les vers de terre, par un tout tas de choses, pour que ça devienne assimilable par les plantes. Donc il faut
faire ça un peu avant que les plantes en ont besoin. Et les fientes de poule fraîches, c'est quoi? Les fientes de poule fraîches, c'est plutôt C'est mieux maintenant. décomposté, c'est plutôt maintenant. Plutôt maintenant, au-dessus du compostage. Et ça donne de l'azote. Et Oui. tout l'ammoniac qu'il y a de trop, qui pourrait brûler les plantes et les racines des plantes, va s'évaporer, donc va être parti. Sinon, c'est plutôt dans le tas de compost, alors, si ce n'est pas des énormes quantités. Dans le compost aussi, ça va faire que votre compost, au lieu de devoir acheter un activateur de compost, mettez alors des orties si vous n'avez pas de fientes de poule. Ça va aussi faire activer. Mais ça peut régulièrement, logiquement, le poulailler, on nettoie au moins une fois par semaine. Moi, les endroits où ils dorment, je nettoie tous les jours. Donc je gratte. Tout le monde n'a pas le temps, maintenant je suis pensionné. Comme ça, j'embête pas ma femme non plus. Je gratte tous les jours un peu les crottes des poules et pour l'instant, jusqu'au milieu de l'hiver, début janvier, je jette comme ça au-dessus de tout le reste et peut-être pas là où ce que je pense planter mes oignons, etc. Là, il ne faut surtout pas. Mais ailleurs où il y aura les pommes de terre et pas non plus trop où il y aura les petits pois, les haricots. Les choux de Bruxelles aussi. Ça, c'est toutes des choses qui n'ont pas besoin de beaucoup d'azote. Donc, dans les caca de poule, c'est quand même assez azoté. Mais il y a beaucoup de ce qui pourrait être nocif qui sera disparu, quasi tout. Et il n'y aura plus que les bonnes choses qui vont rester. Parce que dans les fientes des poules, il y a aussi beaucoup de calcium, il y a beaucoup de toutes sortes d'éléments aussi, ça dépend comment on les nourrit. Il y a beaucoup d'éléments aussi, autres que l'ammoniac. C'est l'ammoniac qui s'en mauvais. Voilà, donc les fraises maintenant, donc il y a possibilité aussi de faire un paillage. À l'INRA en France, ils ont fait, ça j'ai déjà dit les autres années aussi, mais je le redis, ils ont fait aussi des expériences. Ils ont fait tous des mètres carrés des mêmes fraisiers sur un même terrain et ils ont paillé avec différentes choses. Et c'était les variétés Gariguette et Marat des Bois qu'ils avaient plantées. Ils ont mis un carré à terre nue, donc ils n'ont pas mis de paillage. Un carré avec un film en plastique noir, je suppose. Un carré avec de la paille. Un carré avec de la paillette de chanvre. Un carré avec des broyats de bois, donc du bois BRF, donc c'est-à-dire si c'est possible d'avoir et les branches et encore les feuilles. Donc quand on fait une taille d'été, on obtient du BRF. Plus que quand on fait en hiver. Là, on n'a plus que le carbone. Et un peu dans la sève et dans la pelure des branches, il y a un petit peu aussi encore de l'azote, mais bon. Quand même plutôt taille d'été. Oui, c'est plus nourrissant la taille d'été que la taille d'hiver. Mais la taille d'hiver, il faut la sauvegarder, il ne faut pas la liquider. Il faut la mettre ce genre. Voilà. Donc, et un carré avec du vieux terreau de réemploi qu'ils ont paillé autour des fraisiers. Alors maintenant, le résultat de la production. Bon, il ne parle pas de goût, mais il parle de production. Le premier, c'était le broyat, donc le BRF. Ça a donné le meilleur résultat. Ça faisait pour eux 10 sur 10. Je sais jamais 10, mais on va dire 10 sur 10, il ne faut pas bien faire une échelle. Avec le terreau de réemploi, c'était 9. Donc c'est quand même fort intéressant. Avec le chanvre, c'est quelque chose qui était déjà en pot, qui a déjà été utilisé par exemple pour faire un semis. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'une fois que c'est parti, on récupère ça. Voilà. D'accord. Et parfois qu'on cultive en pot et qu'on récupère par après. C'est parfois néfaste de semer avec ça parce qu'il peut avoir des germes éventuellement de champignons pathogènes ou des graines de mauvaises herbes ou herbes sauvages, etc. Donc c'est parfois gênant et pas toujours conseillé, surtout pour les choses plus fragiles, pour un petit pois, un haricot, encore.
Elles sont vite pourries aussi quand on ne fait pas attention. Donc, c'est pas toujours indiqué de réemployer pour semer. Ça peut être réemployé pour repiquer, pour les choses qui ne sont pas trop fragiles. Mais sinon, c'est une bonne façon de réutiliser. Moi, j'en ai toujours que je mets de côté. Quand je dépote quelque chose, j'ai un grand seau et je vide dedans. Et puis, j'utilise quand il faut mettre une plante vivace ou quand il faut alléger un endroit dans le jardin ornemental ou un truc comme ça, ben j'emploie ça. Alors, donc je suis au chanvre, ça faisait 7 sur 10. Le plastique faisait 6 sur 10, la paille 5 sur 10 et sans paillage 4 sur 10. Donc il y a quand même une grande différence de matière qu'on peut éventuellement recycler et qui pourrait être intéressant pour les fraises. Une fraise se contente souvent d'un sol un petit peu plus acide. Il ne faut pas trop acide. 4 sur l'échelle du pH, ça sera beaucoup trop peu. Ça ne va pas pousser non plus. Il faut savoir aussi que les fraises, c'est la plante qui attire le plus des plantes autres. Donc tout ce qui va se ressemer va se retrouver dans les fraisiers. Donc une fraiseraie est difficile à garder plus ou moins nette. En mettant du broyat par exemple ou du terreau, on aura déjà une couche au-dessus et les graines qui sont en dessous vont avoir beaucoup plus dur à germer. Mais sachez que les fraisiers ont des racines très superficielles. Donc ne travaillez pas dans votre fraiseraie avec un outil. Donc s'il faut enlever des plantes entre les fraises, il faut essayer de les tirer. Ou de les couper, si ce n'est pas un grand parterre, de les couper avec un petit couteau à ras du sol et éventuellement même les recycler sur place. Donc voilà. Au niveau des fraises. Le fraisier, c'est aussi une plante de sous-bois, enfin du bord des bois. Donc les résidus qui tombent, c'est aussi beaucoup d'origine de bois. Et les racines aiment bien travailler avec les champignons mycorhiziens qui décomposent le bois. Donc c'est ça que les résultats avec le BRF sont supérieurs parce que le fraisier se retrouve aussi dans son milieu d'origine. Même chose pour les framboises. Mais les fraises... Aussi BRF. Comment? Framboise aussi BRF. Ah oui, oui, oui. Le problème, Ouais. c'est que les framboises arrivent avant qu'on coupe le BRF. Les framboises, ben oui, mais le BRF peut être mis maintenant, il peut être mis toute l'année. Oui, Dès qu'on en C'est a, toujours en surface. Ouais. dès qu'on en a, on peut rajouter. Ça se décompose lentement. Ça se décompose plus lentement. Alors, j'allais dire quelque chose de chez Picoron, ça va peut-être revenir, sinon ça sera pour l'année prochaine. Les arbres fruitiers maintenant. Donc le mois de novembre, c'est le meilleur moment de déplacer ou d'acheter et planter tout ce qui est arbre et arbuste, surtout à feuilles caduques, c'est-à-dire qui perdent leurs feuilles pendant l'hiver. Pour les persistants, ça aurait été mieux déjà en septembre de le faire, en accompagnant s'il fait sec. Et même s'il ne fait pas sec, en accompagnant de temps en temps avec une bonne dose d'eau. Pas tous les jours, 1 litre. 10 litres toutes les semaines, c'est mieux que 10 fois 1 litre. Donc il faut que l'eau elle pénètre dans le sol, sinon elle reste à la surface, elle est captée par le soleil, elle est captée par le vent et elle disparaît. Donc pourquoi ? Parce que les arbres à feuilles persistants continuent tout l'hiver à faire une évaporation par le feuillage. Donc il faut qu'ils aient un enracinement suffisant pour pomper l'eau qu'ils ont besoin dans le sol pour pouvoir évaporer une partie de cette eau-là. Donc on sait que pour ces arbres-là, donc avec des feuilles persistantes,
il vaut mieux qu'ils soient déjà bien enracinés avant que les grands froids arrivent et qu'ils se mettent quand même un peu en dormance. Mais pour ceux qui perdent leurs feuilles, donc avec des feuilles caduques, ils ne vont plus faire d'évaporation et le haut est complètement ou presque endormi. Mais tout ce qui est dans le sol, pas du tout. Et c'est là que l'arbre a la possibilité d'émettre beaucoup de petites radicelles et de faire grandir ses racines, qu'il aura besoin l'été prochain pour pouvoir, encore une fois, avoir suffisamment d'humidité dans le sol. Bien sûr, tout ce qui a été planté cette année-ci devra être arrosé régulièrement avec une bonne dose d'eau. Il ne faut pas dire il y a plu, c'est rien. Une pluie, même s'il y a eu 10 litres d'eau en été, ça mouille sur, et j'exagère déjà, quand le sol est sec, ça ne mouille même pas à cette profondeur-là. Donc l'arbre ne va pas du tout en profiter parce que ses pieds sont beaucoup plus profonds. Donc tout ce qui a été planté, replanté, même je dirais ce qu'on achète en pot. On dit, ouais, ben, les racines sont bien dans leur pot, mais il faut que les racines sortent de leur substrat aussi. Il ne faut pas qu'ils restent dans leur petite matte, il faut qu'ils s'installent. Donc là, il y a besoin aussi de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose, quand on a des déboires à la plantation, c'est souvent le suivi du jardinier qui n'était peut-être pas correct, quoi. Alors, voilà, c'est donc le moment de faire tout ça pour les arbres fruitiers aussi. Donc les pommiers, les poiriers, les cerisiers, tout ce qui s'ensuit. C'est le moment de les déplacer, éventuellement d'en acheter et de les planter. Le mois de novembre, c'est le top. Là, le sol est encore humide, plus ou moins, et encore pas trop froid. Parce qu'une fois que le sol y refroidit, on peut y remédier, ça on va voir plus tard. Donc, quand le sol n'est pas encore trop froid, les radicelles vont beaucoup plus vite s'installer aussi. Donc c'est pour ça que le mois de novembre, c'est mieux que décembre, que janvier, que février, que mars. Mais on peut planter dans toutes ces périodes-là, à partir de fin octobre jusqu'à même fin mars. On peut encore planter des choses. Si maintenant on déplace un arbre maintenant et qu'il y a encore des feuilles, il faut mieux les tirer. Tirer les feuilles pour qu'il arrête de transpirer et qu'il peut conserver toute cette eau qui vient aux racines pour former des racines plutôt. Donc, de toute façon, ils vont tomber, mais il vaut mieux qu'ils soient tirés. Et toutes. Il ne faut pas en laisser, comme pour une bouture, laisser un petit peu en haut, non, pour replanter un arbre, pour les tout tirer. D'ailleurs, un bon horticulteur ou un bon, je sais plus, fruiticulteur, quand il vend des arbres, et s'il les vend tôt dans la saison, il va les tirer, il ne va pas vous les donner avec. Il va les tirer à l'avance. Ce n'est pas pour avoir les feuilles, mais c'est pour qu'il y a moins de rouspétance après que ça n'a pas repris. Si vous achetez aussi à racines nues et que vous mettez ça sur éventuellement une voiture, sur la galerie de la voiture, il faut emballer les racines pour qu'ils ne soient pas dans le vent, qu'ils ne se dessèchent pas. Parce que si vous roulez à 90 km à l'heure, et si vous prenez l'autoroute, vous n'allez pas vous contenter de 90 km à l'heure, pendant une demi-heure, ça va être desséché, ça va être déshydraté. Après, il faudra absolument tout de suite les mettre un coup de temps dans l'eau, etc. Mais il y aura une partie des dégâts qui se sera faite. Les petites radicelles seront mortes. Oui. Une partie des dégâts qui seront faits et voilà. Comment trouver ou choisir les variétés? Ça, c'est la grande question aussi. Donc, je dirais, allez voir chez quelqu'un qui fait le travail de A à Z. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a par exemple à l'Éden, il y en a
en Guin. Il y a celui de Kemmel, la barbe de cuite, qui allait fermer déjà il y a quelques années, mais je vois que c'est toujours d'actualité. Il a peut-être trouvé des gens pour l'aider, je ne sais pas comment il fait, mais il voulait prendre sa pension, mais il ne trouve pas quelqu'un sûrement qui a le portefeuille assez fourni pour pouvoir racheter le terrain, peut-être la maison, je ne sais pas trop les conditions, je ne le connais pas. Mais il continue, donc c'est quelqu'un de très sérieux. Certainement les Dains, Anguien aussi, c'est des gens, et il y en a certainement ailleurs que je ne connais pas. Hein, l'adresse là de celui de Montpenay, c'est la feuille brun, un petit peu défait par la couleur, par le temps qu'elle est là, mais apparemment il est encore toujours d'actualité. Donc renseignez-vous, n'allez pas acheter un arbre aujourd'hui. Il va certainement pas vous le donner, parce qu'il n'aura pas le temps d'aller le déterrer, parce que lui, ils sont encore enterrés. Donc, il faut téléphoner avant ou envoyer un mail et demander si la variété que vous essayez d'avoir est disponible ou pas, etc. Et s'arranger du moment que vous pouvez aller le chercher. Si vous allez à partir de fin mars, vous n'allez plus en avoir. Hein. Il ne va plus en vendre. Donc il vend uniquement fin octobre, je pense, ou début octobre, peut-être qu'il ouvre déjà, jusqu'à fin mars. Les autres, il y en a aussi qui vendent en pot. Hein. Donc là, c'est différent. Là, on peut un petit peu déroger à la règle de planter début d'hiver, voire jusqu'à fin de l'hiver. Sinon, il faut attendre le cours de greffe, logiquement, au mois de mars ici, on va certainement refaire un cours de greffe. Donc là, on aura possibilité d'avoir des porte-greffes, donc c'est ce qui est planté dans le sol, et les greffons, c'est ce qu'on va greffer dessus, de beaucoup de variétés anciennes de la région, à un prix assez dérisoire. Pour une paire d'euros, on peut se retrouver avec des arbres éventuellement intéressants. Bon, le goût, ça c'est à chacun. Il y en a qui aiment les pommes sucrées, il y en a qui aiment les pommes plutôt acidulées, il y en a qui c'est un mélange des deux, et il y en a qui n'aiment pas du tout les pommes du magasin, parce que souvent, ils n'ont pas de goût. Hein. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de goût. Bon, pour acheter des pommes, aller aussi dans le nord de la France, il y a plusieurs pépinières où ce qui cultivent les pommes. Je ne sais pas si on dit une pépinière, mais non, quelque chose qui ressemble à ça. Sinon, à Brunehaut, il y en a aussi du côté d'Anguien, je pense. Il y a des endroits intéressants pour trouver des pommes bonnes. Moi, je fais quand même 40 km quand j'ai plus de pommes de chez moi pour acheter des pommes que j'apprécie. Parce que chaque fois que tu achètes un kilo de pommes dans le magasin, après, ça n'a pas de goût. C'est tu mastiques, je pense, c'est pas ça. La plupart du temps, c'est pas ça. Il faut surtout aussi, donc, si vous travaillez comme ça avec un professionnel, vous pouvez le questionner sur les variétés. Il faut aussi voir que certains pommiers doivent être fécondés par une autre variété. Donc on va essayer de ne pas tout mettre les mêmes sortes de pommes si on en met plusieurs, ou de poires, ou de n'importe quoi. On va essayer de varier un petit peu pour avoir plus de possibilités qu'ils soient fécondés, pollinisés, et qu'on a une bonne réussite, quoi. Donc, et surtout, parler de la résistance aux maladies. Parce qu'après, si on a un pommier qui est chaque année malade et que les pommes deviennent immangeables, c'est pas intéressant. Et il existe des variétés nettement plus résistantes que d'autres. Voilà. Mais ça, les professionnels savent vous renseigner. Et ils savent aussi dire s'ils sont sucrés, s'ils sont acidulés, etc. quoi. La forme de l'arbre est très importante aussi. Si vous avez un petit jardin, il ne faut pas mettre une autre tige ou une demi-tige.
Ça fait des arbres qui vont venir de 8 à 10 mètres de haut, même un demi-tige, parce que ce n'est que la tige qui est un peu plus courte, mais ce qui va pousser au-dessus va devenir aussi grand qu'un autre tige. La seule chose de différent, c'est qu'une autre tige, tu peux facilement passer en dessous. Les vaches, ils peuvent passer en dessous. Un demi-tige, bon, on aura peut-être un peu plus facile aux branches du bas pour cueillir, mais ça ne se taille pas. C'est ça l'inconvénient. Si on taille, on n'obtient plus beaucoup de fruits. Parce que c'est en allongeant, quand les branches s'allongent, qui commencent à se courber, que la sève passe moins et un arbre fruitier produit plus quand il est moins bien nourri. Donc un arbre fruitier, contrairement à certains livres, il faut éviter de mettre de l'engrais. Il ne faut pas mettre de l'engrais. Il faut mettre une couche éventuellement de broyat, de toutes sortes de choses à ses pieds. Avec ça, il va suffisamment trouver Pour tous les fruitiers. être en forme. Pour tous les fruitiers, c'est comme ça. Les fruitiers arbres, hein. Par exemple les groseilles, les cassis, les petits fruits, c'est différent. Oui. Eux, ils ont besoin d'un peu plus de nourriture. Donc, haute tige, mi-tige dans un petit jardin à prescrire. Prescrire, non. Proscrit. Proscrire. Moi, je suis flamand, hein. Il faut prendre avec un peu de poivre et un peu de sel. Les basses tiges sont plus intéressants pour un petit jardin, mais encore ça dépend sur quoi qu'ils sont greffés. Parce qu'il y a des porte-greffes qui vont donner des arbres plus petits et des fortes greffes qui vont donner des arbres légèrement plus grands. Mais même un basse-tige, si on ne taille pas, on obtient un arbre qui peut faire 7, 8, ici il y en a, qui deviennent énormes hein, quand même. Donc un basse-tige, on taille. Pourquoi on peut tailler cela? Parce qu'ils sont greffés sur un porte-greffe qui alimente moins l'arbre. Donc l'arbre se trouve un peu en détresse et se dit, il faut que je me reproduise. Et pour se reproduire, il faut qu'il fasse des fruits. Parce que dans le fruit se trouve la graine. C'est ça le principe. C'est bon, peut-être très schématique comme ça, mais c'est ça l'idée. Hein? Donc un arbre fruitier produit plus de fruits quand il se sent un peu en difficulté. C'est pour ça qu'un grand arbre, quand il y a des longues branches, ça ne va plus trop jusqu'au bout. La sève a plus de difficultés, donc à ce moment-là, il se mettra en fruit. Quand on coupe, quand on taille, il va toujours faire du nouveau bois. Du nouveau bois, du nouveau bois. Et il va se sentir bien. C'est comme un enfant gâté qui reçoit des bonbons, qui reçoit à manger, qui reçoit tout ce qu'il faut et qui ne doit jamais rien faire. Il ne va jamais rien faire de sa vie. Hein. Donc les arbres, c'est un peu comme ça aussi. Donc voilà, les enfants, il faut les apprendre à travailler. Les arbres, ils doivent avoir l'idée aussi qu'ils doivent un petit peu se forcer pour se reproduire. Hein. Nous aussi. Hein. Si on vit, c'est pour nos enfants un peu aussi. Et, bon, la nature, c'est ça. Hein. Ignace, Oui. pour les poiriers, Oui. j'ai dans mon jardin par exemple un basse-tige et un demi-tige greffés sur cognacé. Tous les deux. Ouais, tous les deux sur cognacé et pourtant c'est vendu comme un demi-tige et un basse-tige. Donc là l'intérêt en fait de la tige c'est une question d'auteur ou c'est... Oui, c'est une question d'auteur. Ouais, c'est pas... Mais il va devenir très grand. Même l'autre sur simple cognacier risque de pousser assez fort. Tu vas voir l'évolution qu'ils vont avoir, mais tu risques d'être embêté. À ce moment-là, si vous avez sur un basse-tige, un mi-tige et que vous n'avez pas envie de le supprimer, essayez d'arquer déjà les branches d'office. Et éviter à ce moment-là qu'ils montent trop haut. Mais ça va aller pendant un certain nombre d'années et après peut-être que ça n'ira plus. Et il va devenir un grand arbre. Donc il y a par exemple des porte-greffes qu'on appelle M9. Je vais devoir vérifier, Michel.
Donc ça donnera des petits arbres, donc à petite taille. Le M26 donne un arbre un peu plus grand et le M106 encore un peu plus grand. Et ici c'était supporter qu'on avait mis l'année passée. Ça donne des arbres moyens. Parce que le M9, le problème c'est qu'il ne fait pas beaucoup de racines. Et ça fait un arbre même après 5-10 ans, il est parfois pas plus gros que ça. Hein. Donc ça pousse vraiment très chétif, plus ou moins. Mais ça ne fait pas... C'est pas des racines en profondeur et en cas de sécheresse, aussi. ça souffre. Et, ouais. Mais sur ces petits arbres, ma femme elle disait aussi, bah oui, mais tes arbres là, ils sont tout petits. Ben, je dis, regarde, j'avais des pommes comme ça, peut-être pas 100 kilos, hein, j'en avais 4-5. Mais bon, sur un petit arbre qui fait 2 mètres, et moi, j'exagère, hein, ils n'ont pas beaucoup d'espace. Hein. Peut-être trop peur, mais c'est parce que je vais mettre trop de variété. Mais bon, c'est pas ça qui va faire que les pommes vont être petites ou vont pas être bonnes. Hein, donc, c'est la variété qui va faire ça. Pour avoir les variétés, ben, une solution, c'est aussi d'aller, par exemple, comme à Brunehaut, comme je disais, au verger, c'est pas 100% bio, hein, c'est raisonné, et ils disent que c'est 100% sans résidus sur les fruits. Eux, ils doivent en vivre, hein, et ils doivent faire vivre beaucoup de familles, de tous ceux qui travaillent là. Donc ils ne peuvent pas non plus se contenter à ne pas avoir de production. Mais apparemment, il fait quelques petites interventions avant la floraison et après plus. Bon, maintenant, hein, ça c'est à voir. Mais là, pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a moyen aussi d'acheter les arbres et auparavant d'avoir acheté les fruits pour savoir quel goût qu'ils ont. Hein, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'avoir acheté un arbre qu'il faut 3 ans ou 4 ans avant de se goûter et après c'est pas bon, c'est quand même un peu dommage, quoi. Voilà. Et souvent un pépiniériste de votre région fait aussi des variétés de votre région et le porte-greffe est souvent adapté à la terre de votre région. Ouais. Donc c'est ça aussi l'intérêt de se renseigner chez eux et d'aller voir chez eux. Ouais. Question maintenant de tailler au moment de l'achat. Je ne suis pas trop pour. La seule chose qu'il faut faire, s'il y a une branche un peu craquée, là il faut faire une coupe nette. S'il y a une racine aussi qui n'a pas été bien coupée, peut-être coupée aussi franchement, il ne faut pas toute la, mais là où ça a cassé, couper plus franc. Éventuellement, s'il y a vraiment une branche qui berloque quelque part, on pourrait éventuellement la diminuer. Mais les 2 premières années, ne pas trop tailler, plutôt une taille alors de formation et les vraies tailles viendront par après. Et ça, le cours de taille, il est sur Internet, sur notre overblog. Si vous voulez plus, il faudra peut-être un petit peu revoir ça. Mais aussi à la plantation, faire attention de ne pas mettre la terre du dessus dans le fond du trou quand on rebouche. Et donc moi je fais toujours 2 tas. Un tas avec la terre du dessus, un tas avec la terre du dessous. Quand je mets mon arbre, je mets d'abord la terre du dessous et puis je rajoute la terre du dessus. Et pour éviter que la terre se refroidisse trop, à ce moment-là, faire un bon paillage de toutes sortes de choses, mais de préférence aussi du broyat, etc. Mais pas d'engrais, hein, et surtout rien dans le trou, éventuellement un petit peu de blé, il y en a qui font ça, parce que le blé, quand il germe, il donne des hormones de croissance, donc une bonne terre, il n'y a pas besoin de tout ça, surtout pas d'engrais, rien du tout, c'est pas nécessaire. Le plus que vous donnez d'engrais, le plus que vous avez des problèmes de maladies, champignons et surtout des pucerons. Donc voilà. Je vais laisser la place à Michel.